propose une émission dédiée à ses artistes membres et aux pratiques féministes en art actuel d'ici et d'ailleurs. Entretiens, actualité des expos, débats et expérimentations radiophoniques plus ou moins sous contrôle vous attendent. La Centrale. Le premier jeudi de chaque mois, de 8h30 à 9h, à écouter sur CKUT 90.3 FM. Bon matin à toutes et à tous. Bienvenue à la chronique menstruelle de la Centrale Galerie Powerhouse. Ici Marie-André Poulain, membre active de ce merveilleux centre d'artistes. J'aimerais ce matin que nous envoyions de l'énergie ultra positive à mon extraordinaire collègue Camissa, qui se trouve en ce moment en pleine fin de session. C'était aussi son anniversaire mardi dernier. On pense à toi, mon ami. On débute donc cette émission avec le topo de ce qui s'en vient à la Centrale. Durant le mois d'août, l'équipe de la Centrale sera en vacances, bien méritées, c'est clair. Et pour l'occasion, l'artiste Élise Provencher présente dans la vitrine de la galerie l'œuvre « Léviathan tombe en amour ». Virginie Jourdain, coordonnatrice aux expositions, a fait une entrevue avec l'artiste. On l'écoute à l'instant. Donc, Léviathan tombe en amour, c'est une installation qui met en scène le Léviathan, qui est un monstre, qui est le monstre qui règne dans le chaos. Ce personnage-là vient d'un mythe primitif, c'est-à-dire que ça vient d'une source qui est pas repérable, c'est perdu dans l'histoire, c'est trop loin. Ça a été récupéré par après plein de différentes idéologies, mouvements, religions. Donc, c'est ça, c'est le monstre qui règne sur le chaos, donc on pourrait dire sur l'enfer, mettons, le monde souterrain, où toutes les âmes se ramassent selon la croyance de laquelle on parle, où en fait, il y a une multitude de gens qui vivent là pour l'éternité. Et puis lui, c'est un monstre qui n'est pas un individu, en fait, il est composé d'une multitude d'individus parce qu'il racle les tréfonds là, de l'enfer en mangeant les âmes, donc il s'agrandit à mesure qu'il vit. Et puis, j'ai mis en scène, j'ai voulu le ramener à la vie dans une réalité d'installation où il serait en fait, où sa toute-puissance serait challengée ou interrompue parce que il y aurait le moment où il tomberait en amour, en fait. Donc, c'est ça, l'installation met en scène ce Léviathan-là et une femme qui représente son amoureuse ou l'objet de son désir. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de mettre en lien peut-être ce qui serait associé à la force, la puissance, et puis mettre ça en contraste avec un état de vulnérabilité. Dans mes matériaux, on voit vraiment ça aussi. Là, c'est des matériaux qui sont pas très nobles, qui sont traités d'une façon assez brute, assez expressive. Donc, presque effritable, mais avec entre le sujet et le matériau, il y a vraiment là, cette tension-là de vulnérabilité et de force qu'on retrouve. Puis je trouvais bien intéressant de mettre ce projet-là en vitrine parce qu'en fait, je veux aller plus vers l'installation. Je fais beaucoup d'objets figuratifs. Là, c'est l'être humain, la figure humaine, c'est mon sujet, en fait. Et puis, je vais aller plus vers l'installation. Donc, dans la vitrine, c'était vraiment un beau prétexte pour aller presque dans une installation qui rappelle la scénographie. Fait qu'avec des objets quasiment décoratifs, puis prendre les sculptures figuratives qui sont là comme s'ils étaient des acteurs, finalement, parce qu'en fait, c'est ça. Ils sont là pour représenter des états d'esprit, pour représenter des tensions qui existent dans la réalité, puis peut-être plus largement dans notre psyché, là, dans notre inconscient à tous. Et puis, mais à la Centrale, c'est un centre d'artistes qui a le mandat d'inclure les minorités, mais en fait, qui prône une plus grande égalité, justice, reconnaissance de gens de tous les horizons, de toutes les orientations, de toutes les identités. Puis je trouve très intéressant, moi, en tant qu'artiste femme hétérosexuelle, donc je suis rattachée à une espèce de tradition qui pourrait être considérée comme plus normative, normale, mais je trouve ça intéressant à notre époque là, où le débat explose, déborde presque, de continuer à apporter peut-être ce point de vue-là qui est tout aussi valide en fait que toutes les
les autres, en fait, qui existent. Donc, c'est ça. Si je peux résumer le projet, ce serait ça que j'aurais à dire. Merci Virginie et Élise. Allez voir la vitrine du 4 août au 1er septembre et venez rencontrer l'artiste lors du finissage le 1er septembre dès 18h à la Centrale. On poursuit avec les membres Arcadie, Maude et Marie-Michel, 3 sorcières dispersées sur la Terre et qui, grâce à la magie de l'Internet, se sont retrouvées afin de nous concocter un chant de pleine lune. On les écoute. Merci aux sorcières de la Centrale. On part maintenant en musique avec Monica Secret et la chanson In the Dark.
the dark, hidden light behind the faces. I can feel it in the air, hear the silence in the room. If I try to find the keys of what I'm missing, would I give my life away to everyone? There's a secret in the dark, breeze or something like a rainbow. I can see it in your eyes, hear the breaking in your voice. If I try to find the keys of what I'm missing, would I give my life away to everyone? Head of tears, I love them all. Head of tears, I want them all. C'était In the Dark de Monica Secret. On termine déjà l'émission avec une super, mais super entrevue de Priscille Anctil-Avoine par Myriam Lavoie-Moore. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette émission. Je suis aujourd'hui en présence de Priscille Anctil-Avoine. Mon nom est Myriam Lavoie-Moore. Et Priscille est étudiante au doctorat en sciences politiques à l'UQAM. Bonjour Priscille. Bonjour. Ses intérêts de recherche portent sur les femmes venant des pays où règnent des conflits armés. Elle fait partie d'une organisation non gouvernementale appelée Corporación Descontamina. Excusez mon accent. Priscille va nous parler de la place du corps des femmes dans les conflits armés aujourd'hui. Priscille, tu as publié un texte dans la revue Cahiers d'école, qui est une revue qui diffuse des recherches étudiantes à un large public. Dans celle-ci, tu as choisi d'écrire un texte qui diffère de tes articles précédents puisque tu as écrit une fiction en français, alors que tous tes autres textes sont en anglais ou en espagnol et empruntent une forme, disons, plus traditionnelle d'article scientifique. Le récit que tu as écrit est inspiré des recherches avec les ex-combattantes en Colombie, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce récit, c'est que, par sa forme, il permet aux lecteurs francophones, puisque t'écris toujours en espagnol et en anglais, d'avoir un aperçu de l'intérieur de la vie d'une combattante colombienne. On suit les émotions et les sentiments d'une jeune fille qui se fait enlever de son village par un groupe de femmes armées et qui, si je comprends bien, fuit ce groupe de femmes qui l'enlèvent pour aller du côté de la révolution. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, ben en fait, en Colombie, les groupes révolutionnaires sont, je dirais, mixtes. Généralement, il y a 30 à 35% de femmes. Donc, dans le texte, j'ai essayé de montrer que c'est souvent les femmes qui vont pouvoir recruter les autres femmes pour l'approche, la sensibilité. Ils jouent sur des stéréotypes genrés pour pouvoir faire du recrutement.
généralement, les femmes vont pas, disons, c'est pas, c'est volontaire. C'est pas une de force, mais quand même, vu qu'ils sont jeunes, souvent, disons, pas majeurs, il faudrait voir c'est quoi le degré vraiment de volonté pour rentrer dans un groupe armé. Donc, c'est pour ça que j'essayais de montrer dans mon texte que c'est un processus qui se fait volontairement, mais qui finalement utilise beaucoup de manipulation pour arriver à convaincre la personne qu'elle va toujours être meilleure dans le groupe armé que dans son village d'origine. Donc, dans ce texte-là, la jeune fille se fait convaincre ou se fait prendre, puis rejoint ce groupe armé-là, mais décide ensuite ou réussit ensuite à fuir puis aller du côté de la Révolution. Dans le texte, on voit bien que le corps est très important, puis très important dans le combat. Le corps devient l'objet d'un contrôle serré, il est soumis à la volonté du groupe, puis où les gens vont se laver ensemble, les gens vont marcher ensemble, mais à la fois, c'est un lieu où l'individualité vient à se manifester. C'est d'ailleurs à travers le corps que la jeune fille que l'on suit dans le récit vient à reconnecter avec les souvenirs de sa mère, puis avec sa vie d'avant. Ça établit vraiment un contraste entre les besoins individuels puis les besoins du groupe, puis ça se manifeste vraiment d'une façon très forte quand on comprend entre les lignes vers la fin du récit que la jeune fille s'est fait avorter probablement de force. Est-ce que tu peux nous parler d'un point de vue à la fois théorique puis à la fois de ton expérience avec ces ex-combattantes-là, comment le corps devient aussi important à la fois dans le combat puis à la fois dans la construction identitaire des femmes dans ces milieux-là? Bien, en fait, je me suis rendu compte, premièrement, qu'il y avait toujours un corps collectif et un corps individuel, dans le sens où est-ce que la guérilla, faut pas oublier que c'est une guérilla souvent marxiste-léniniste ou guévarista, ça dépend de laquelle, mais l'exemple que j'ai donné dans le texte, c'est plus l'exemple des Forces armées révolutionnaires de Colombie, donc des FARC, qui est marxiste-léniniste et qui donc a toujours une vision aussi de la collectivité, de la communauté très importante. Donc, il y a un corps collectif où la personne, quand elle décide de joindre les rangs des Forces armées révolutionnaires de Colombie, elle décide aussi que son corps est plus totalement sien. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir, il y a une hiérarchie, il y a des comptes à rendre au reste du groupe. Par exemple, quand quelqu'un commet une faute, c'est le reste du groupe qui va faire il y a une espèce de justice guerriera qui va se mettre en charge de régler le problème, de trouver la punition qui convient à cette personne-là, qui peut aller évidemment jusqu'à être fusillé ou tout simplement cuisiner plus. Donc, c'est vraiment une conception du corps social intéressante aussi, mais qui annule souvent, des fois, les désirs des individus ou de la personne comme corps individuel. Puis, quand je me suis mis à faire les entrevues avec les femmes, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que, oui, il y avait une discipline des corps, un peu du point de vue Foucaultien, de dire je discipline dans l'appareil militaire. Les rôles sont assignés selon les genres, la façon de voir la militarisation du corps, toutes ces choses-là. Oui, il y avait une force là, mais il y avait aussi une contre-force qui était la résistance corporelle de ces femmes-là au processus qu'elles vivaient, dans le fond. Fait que c'est par le corps qu'ils parvenaient à résister d'une certaine façon. Bien, en fait, peut-être si je donne un exemple plus concret, parce que ce que je trouvais, c'est que, bon, ces femmes-là, aujourd'hui, sont en processus de réintégration à la vie civile, celle que j'avais en interview. Puis, ce qu'elle disait, c'est que, bon, si elle avait eu, dans le groupe armé, elle avait été subjuguée ou elle avait vécu certaines problématiques, il faut comprendre que les femmes ne sont jamais complètement victimes, mais ne sont jamais complètement victimaires, non? C'est toujours une ligne que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre. Parce que elles vivent beaucoup de processus de victimisation, mais elles vivent aussi beaucoup de
processus d'empowerment, de prise de pouvoir. Puis quand elles arrivent dans le retour à la vie civile, elles vont utiliser justement leur corps de certaines façons pour résister à ce qu'elles ont vécu et essayer de reconstruire leur vie après avoir appartenu au groupe armé. Dans un des cas que j'avais vu, il y avait une femme qui me disait justement, elle avait vécu l'avortement forcé dans le groupe armé parce que c'est vraiment une thématique qui est prohibée, complètement interdite dans le groupe armé. Et puis quand elle revenait à la vie civile, elle avait trouvé que sa façon de construire des relations non violentes, sa façon de contribuer à la société, à la réconciliation, c'était à travers l'éducation qu'elle pouvait donner à ses enfants qu'elle pouvait maintenant avoir. Donc le corps était aussi au centre de la reprise de pouvoir de la maternité que la maternité avait été complètement niée pendant qu'elle était dans le groupe armé. C'est sûr que ici, il arrive beaucoup de débats féministes sur est-ce que la maternité peut être un point d'émancipation ou non. Puis là, je pense que c'est important de voir aussi les féministes décoloniales, les féministes noires des États-Unis qui ont dit, oui, il y a certains endroits qui ont été considérés par les féministes occidentales comme complètement, disons, traditionnels, des formes d'oppression, qui, pour certaines autres femmes, dans d'autres contextes, peuvent s'avérer une forme de résistance aux oppressions qu'elles vont vivre. Par exemple, quand on regarde... Par exemple, moi, je pense qu'il y a beaucoup dans de la formes. guérilla. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de formes. C'est un peu ce que je veux faire avec ma thèse doctorale, essayer de voir quelles sont leurs formes de résistance quotidienne, autant dans le groupe armé que quand elles sortent du groupe armé. Les histoires sont toutes différentes, évidemment. Mais je pense que vraiment, le corps donne un endroit où... Le corps, c'est vraiment le site du pouvoir aussi. Puis j'essaie de voir avec les écrits de la féministe Judith Butler, j'essaie de voir comment les contextes de vulnérabilité puis les contextes de précarité, comme la guerre, peuvent donner un lieu pour repenser les liens sociaux et l'interdépendance collective. Donc, j'essaie de voir justement, à partir de cette vulnérabilité-là, comment la personne peut trouver des mécanismes politiques de défense contre la vulnérabilité. Donc, c'est un peu la résistance corporelle, comment la personne fait. Il y avait même des femmes qui disaient, écoute, moi, là-bas, c'était tout, fallait que j'aille mon uniforme, je pouvais jamais me faire des trucs dans les cheveux, je me sentais jamais super féminine. Quand je sors du groupe, la première chose que je fais, c'est que j'essaie de retrouver une féminité que j'avais perdue. C'est pas toutes les femmes qui ont le même discours, parce que c'est pas toutes les femmes qui sentent une féminité ou une masculinité pareille. C'est intéressant parce que dans la vision foucadienne, la discipline moderne passe par le corps principalement. On essaie de régir les corps, de les restreindre, de mobiliser leur force, de maximiser leur force. Puis toute l'énergie est centrée sur le corps. Mais au même moment, en même temps, c'est par ce corps-là que la résistance, il va y avoir une certaine résistance qui va se former de la part de ces femmes-là. Oui, parce que c'est ça que Foucault dit. Foucault dit, chaque fois qu'il y a quelqu'un essaie de faire une oppression ou de discipliner un corps, il y a toujours une façon de résister. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de voir comment on peut trouver, parce que c'est sûr que les histoires sont très différentes de chaque femme et il y a beaucoup de précarisation après la démobilisation, non? Parce que finalement, le groupe armé, même si c'est un groupe armé, il peut avoir des formes de pression, mais il y a aussi des formes de libération dans le groupe armé. Donc, quand je retire la personne de cet environnement social-là où elle a été pendant plusieurs années, bien, je coupe aussi ses repères sociaux. Et maintenant, je lui dis, OK, maintenant, il faut que tu apprennes à vivre dans une autre ville. Puis, il y en a beaucoup d'entre elles qui, contrairement à ce que nous, on aurait tendance à penser, ils disent, mais c'est super hostile, la ville est beaucoup plus hostile que la montagne. Et toi, tu fais comme, quoi? Tu sais, parce que c'est pour toi, tu peux pas être moins sécuritaire dans la ville que dans le groupe armé. Puis j'imagine que même pour, au niveau des relations de genre, ça doit être complètement... ça doit être très difficile de revenir à la vie civile dans la mesure où les relations de genre dans les groupes armés prennent une autre dimension. Oui, je pense que pour moi, le groupe armé, c'est la guerre en soi, pas juste la colombienne, la guerre en soi, c'est un peu je pense que le paroxysme du patriarcat, je pense que c'est l'expression maximale d'où ce que la masculinité hégémonique peut arriver. Et je pense que c'est ça, le fait il y a beaucoup
personnes qui vont rentrer dans les groupes armés pour diverses raisons, mais souvent parce qu'il va y avoir un problème économique, il va y avoir quelque chose qui va les amener à. Il y a d'autres personnes aussi qui vont dire, il y a une des femmes qui me dit non, moi j'aime les armes, point. Il y a comme je veux dire, il y a tout plein d'histoires. C'est jamais, c'est pour ça que je trouve ça dangereux des fois quand il y a des généralisations qui se font sur ça. Mais c'est évident qu'il y a quand même, disons, des patterns qui reviennent, et c'est surtout que le corps de la femme dans les guerres a toujours été très important parce qu'il représente la culture, il représente la vie, la possibilité de perpétuer les soldats, ça a toujours été comme ça, et c'est pour ça que dans plusieurs conflits, la femme est un champ de bataille. Et donc, la femme combattante rentre dans un lieu ambigu, parce que la femme combattante rentre, elle enlève la vie, mais elle peut quand même encore donner la vie. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a un contrôle beaucoup des corps des femmes, parce qu'elle représente quelque chose d'ambigu pour la guerre. Son corps est quelque chose d'ambigu. Ce qui est intéressant dans le récit que tu as écrit, c'est qu'on peut vraiment voir que par le corps, à la fois le corps est un objet sur lequel on peut avoir du contrôle, mais devient aussi le lieu où la jeune fille peut former une forme de résistance, où elle reconnecte avec son individualité. Est-ce que cette résistance-là s'est manifestée dans d'autres formes de récits que tu as pu entendre des ex-guérillas? Oui, en fait, dans tous les récits que j'ai écoutés, je pense qu'on peut voir les formes de résistance aux différents systèmes d'oppression, parce qu'il y en a plusieurs. Puis je pense qu'une des formes les plus intéressantes, puis ça pourrait être une invitation qu'on fait aussi, c'est les femmes, les mujeres farianas, les femmes qui font partie des FARC ont leur propre page web et ils font beaucoup d'activisme. Puis c'est là aussi qu'on voit qu'ils ont une position théorique très claire, souvent par les féministes, influence des féministes noires et décoloniales. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est là qu'on voit où est-ce qu'ils n'ont jamais été des actrices passives du conflit, elles ont toujours été impliquées dans le conflit. Et moi, je pense que si on ne reconnaît pas l'implication active des femmes dans le conflit, autant comme victimes que comme victimaires, mais on ne peut pas passer à une construction de la paix après. C'est impossible. Il faut qu'on sache et on reconnaisse quels sont leurs points d'agentivité, leurs points de résistance et leur façon de donner sens à partir du corps, en leur corps, par leur corps, pour pouvoir passer à la construction de la paix. Sur cette invitation à s'intéresser de plus près à l'agentivité et à la résistance, on va devoir mettre un terme à cette discussion passionnante. Merci Priscille de nous avoir introduit vraiment brièvement à ce sujet passionnant qui se passe loin et près de nous et qui amène plein de questions. Et j'espère qu'on va pouvoir se recroiser. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Myriam et Priscille. On se dit déjà au revoir, et ce, jusqu'à la prochaine chronique menstruelle de la centrale Galerie Powerhouse, le 7 septembre prochain, dès 8h30 sur les ondes de CKUT, ou en ligne via le YouTube. Vous n'avez qu'à aller sur YouTube, taper la centrale Galerie Powerhouse, vous allez avoir accès donc à toutes nos chroniques et encore plus de contenu, évidemment. Donc, à bientôt et merci d'avoir été là. Bonne journée!